Voilà, donc comme ça a été présenté, donc je vais vous faire un petit point sur l'alimentation des animaux et la qualité des produits carnés, qui va être surtout basé sur la viande bovine. Alors en fait, cette présentation est basée sur un ouvrage collectif de synthèse, donc dans lequel il y a eu plus d'une trentaine de personnes, soit des acteurs de la filière ou des chercheurs, qui s'intéressaient à l'alimentation des animaux et à la qualité de leurs produits, donc qui a été publié pour les éditions, Lavoisier et Tequedoc, et que j'ai coordonné. Alors l'objectif de cet ouvrage était de faire le point des connaissances scientifiques sur les relations entre l'alimentation des animaux et la qualité de leurs produits. Alors dans cet ouvrage, on a à peu près trois parties. Donc la première partie qui s'intéresse plus particulièrement à l'alimentation animale. Donc après un bref historique, on voit comment par la formulation des régimes, on peut impacter, on peut jouer sur l'aspect de la qualité des produits. Également, il y a un petit point sur l'aspect réglementaire des matières premières et des aliments utilisés en alimentation animale. La deuxième partie correspond en fait au cœur de l'ouvrage, qui est sur les déterminants essentiellement alimentaires, mais avec un petit peu de non alimentaire en élevage sur la qualité des produits. Alors tous les produits d'animaux terrestres sont déclinés dans cet ouvrage. Donc à la fois la viande bovine, ovine, caprine, un petit peu de chevreau on va dire, la viande aussi porcine et la viande de volaille. Également les produits laitiers, donc fromage, lait et beurre ou crème. Également les œufs. Dans la dernière partie de cet ouvrage, donc ce qui est plutôt vu, c'est la relation entre cette qualité des produits et l'attente des consommateurs, et comment le volet alimentation peut être intégré et mis en œuvre par des acteurs de la filière à l'aide des différents exemples. Alors, pour la qualité, en fait, la qualité telle que je vais l'utiliser, et la qualité, c'est l'ensemble des propriétés et des caractéristiques qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Donc, cette définition est relativement utilisée. Alors, je peux la décliner sous un aspect un peu d'équation, qui est les 4 S, que vous avez sans doute déjà vu. Donc le premier S pour la santé, c'est ce que je vais appeler la qualité nutritionnelle. Donc ça, c'est décliné dans l'ouvrage, tous ces aspects qualitatifs. Donc là, on a regardé surtout l'aspect protéique et lipidique. Le deuxième S qui correspond à la satisfaction correspond à la qualité sensorielle ou organoleptique, qui pour les produits viande va surtout s'intéresser à l'aspect couleur, flaveur, jutosité et tendreté. Donc l'aspect sanitaire a été décliné selon les produits sous l'aspect de qualité microbiologique ou chimique, en fonction des produits. Et la qualité de service, qui est un peu la praticité que l'on peut retrouver, alors elle a été peut-être un petit peu moins développée, avec surtout des phénomènes de conservation des produits, on va dire. À cela va pouvoir s'ajouter les 2 R. Donc le 2R pour la régularité. La régularité, c'est la constance de cette qualité, qui quand même reste un enjeu majeur pour la filière, notamment viande bovine. Également la qualité liée en corrèle, qui est la qualité psychosociale. Donc là, c'est l'utilisation d'un mode de production qui respecte le bien-être animal, qui peut être également préserve la qualité environnementale, etc. Le dernier aspect, qui est l'aspect plutôt technologique pour le maillon intermédiaire des filières. Donc là, il est peu développé en viande bovine, mais sur des facteurs, sur des espèces comme le porc, reste un enjeu majeur des aspects qualitatifs. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décliner. Alors, je ne suis pas auteur des chapitres, puisque donc je vais décliner les différents aspects et regarder en quoi la qualité, l'alimentation va impacter la qualité. Alors, le premier aspect que je vais aborder, c'est la qualité nutritionnelle. Donc elle a été divisée en 2 grandes parties. Donc la première partie qui est la qualité plutôt liée aux protéines, donc qui a été écrite par Didier Raymond de l'INRATEL. Donc cette qualité, elle va dépendre de 2 grands facteurs, qui est donc de la composition de la viande en ce qui concerne les protéines, et notamment la composition en acides aminés indispensables, qui doivent être apportés par l'alimentation pour l'homme, et également de leur digestibilité. Alors, ce qui est relativement connu, c'est que la viande, y compris la viande bovine, c'est un produit donc avec une bonne valeur nutritionnelle et une très bonne digestibilité.
Alors moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est en quoi l'alimentation va moduler cette qualité nutritionnelle protéique. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la composition en acides aminés, qui est l'aspect qui va nous intéresser plus particulièrement, est relativement stable en fonction entre les espèces, et que quelque part, elle est essentiellement influencée par la teneur en collagène du muscle. Ici, donc, vous avez la relation, la teneur en collagène, qui est la fibre de soutien des fibres musculaires, et ici la teneur en acides aminés indispensables, en pourcentage des protéines. Et donc ici, vous avez différents types de morceaux. Ce que l'on peut voir, c'est que globalement, plus la teneur en collagène augmente, plus la teneur en acides aminés indispensables diminue. Vous avez à peu près ici le même type de graphique, avec un morceau qui va être le paleron ou la joue, avec des teneurs variables en collagène et donc une composition d'acide aminé indispensable qui est en fait un peu fluctuante. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est ça qui est le facteur numéro 1, mais que l'impact est quand même très très modéré. Pour l'aspect donc qualité nutritionnelle pour la version lipide, donc ce chapitre a été écrit par Dominique Ruffat et Sylvie Ralter. Donc en fait, sur l'aspect qualité lipide, ça va dépendre de la quantité de lipides, donc de l'adiposité, la teneur en gras du muscle, également de la qualité de ces lipides. Alors ça, c'est des choses qu'on entend relativement souvent, à savoir qu'est-ce qu'on va regarder, c'est qu'il y a des acides gras qui sont plutôt négatifs pour la santé humaine, notamment les acides gras disaturés, alors notamment le sel. Alors il y a des acides gras trans, je ne reviendrai pas forcément sur ces aspects-là. Mais on a aussi des aspects qui sont des acides gras qui sont intéressants et qu'on va chercher à promouvoir, qui sont notamment les acides gras polyinsaturés, donc ce que vous connaissez aussi sous le terme d'oméga 6 et d'oméga 3. Alors ce qui va nous intéresser, c'est à la fois d'augmenter cette teneur en polyinsaturés, mais surtout en fait de modifier le rapport oméga 6 sur oméga 3. L'alimentation étant relativement déséquilibrée, on va essayer d'augmenter les apports pour le consommateur en ce qui concerne les oméga 3, et donc ce que l'on va rechercher, c'est un rapport oméga 6 sur oméga 3 qui soit relativement faible. Ce qui va aussi également peut nous intéresser, c'est d'augmenter ces acides gras polyinsaturés que l'on va qualifier de longue chaîne, qui sont, vous avez peut-être déjà vu ces abréviations, EPA, DPA et DHA, le DHA étant celle qui est le plus efficace nutritionnellement du point de vue de la nutrition humaine. Alors maintenant, si je regarde quels facteurs peuvent jouer sur ces aspects de qualité, alors en fait, on a des facteurs qui sont finalement peu dépendants de l'alimentation en tant que telle. Donc on a des effets liés à l'âge, bien entendu, l'adiposité de l'animal augmente avec l'âge. Ça va être très dépendant du sexe de l'animal, les femelles étant plus grasses que les mâles et castrées étant des animaux intermédiaires. Ça va aussi dépendre des races ou de la précocité des animaux. Les races précoces sont celles qui vont engraisser le plus rapidement. Donc les races laitières sont des animaux qui vont exprimer une adiposité plus rapide, donc les animaux précoces, c'est ceux qui acquièrent en fait des aptitudes adultes plus rapidement que les autres. Et également, ça va être très dépendant des muscles ou des morceaux, comme on l'a vu, qui est le critère numéro 1 de variation de cette tenue. Alors maintenant, qu'en est-il de l'aspect alimentation ? Alors, ce que je vais montrer, c'est comment on peut moduler par l'alimentation la qualité, notamment la qualité des acides gras. Alors ici, vous avez un schéma que j'ai sorti du chapitre 2, qui travaille plutôt sur l'aspect formulation. Donc ici, vous avez plein de matières premières qui sont en général décomposées de concentrés. Ce que l'on peut voir, c'est que même si la teneur en 18,2, elle est relativement variable, donc qui correspond aux oméga 6, la teneur en 18,3 pour ces matières premières est relativement faible. Les matières premières qui vont amener le plus d'oméga 3, on est toujours dans l'idée d'améliorer ce rapport, on va voir soit quand l'on peut intégrer à des concentrés qui peut exister dans certaines filières, notamment la filière bleu blanc cœur, c'est l'utilisation de la graine de lin extrudée, mais également on a des matières premières naturelles, comme l'herbe ou la luzerne, qui sont des matières premières qui sont extrêmement riches en 18. Alors maintenant, si on regarde les résultats en ce qui concerne, donc ça c'est issu d'une méta-analyse
Donc sur l'influence du régime alimentaire sur la composition d'acide gras d'un muscle, donc qui est la noix d'entrecôte. Donc ici, on va pas tout regarder, mais les animaux étaient nourris soit à base d'ensilage de maïs, soit à base de régime concentré plus fourrage, ou un régime à base d'herbe. Ce que l'on peut regarder, hein, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est que globalement, on va augmenter. Alors quand on a des petites lettres différentes, ça veut dire que c'est significativement différent. On voit bien que lorsque l'on augmente lorsque l'on a un régime enrichi à base d'herbe, je veux dire, on a une teneur en 18,3, donc en oméga 3 qui est plus importante. C'est également, ça va se traduire sous les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, hein, qui sont l'EPA ou le DPA. L'influence sur le dernier, qui serait nutritionnellement le plus intéressant, est quand même relativement mineure, hein, parce que même si numériquement on a l'impression que ça augmente, ce n'est pas significativement différent. Et si je regarde ce fameux ratio qui nous intéressait, qui était donc le rapport oméga 6 sur oméga 3, c'est une autre nomenclature, mais c'est le rapport oméga 6 sur oméga 3, ce que l'on peut voir, c'est que avec les régimes à base d'herbe, on arrive sur des ratios qui sont très, très faibles, donc intéressants. Et le régime qui est le moins intéressant de ce point de vue-là est le régime à base d'ensilage de maïs. Donc ce que l'on peut dire, c'est que oui, l'alimentation influence bien la qualité nutritionnelle des produits sur la partie lipide et pas la partie protéique. Alors maintenant, si je prends l'aspect plutôt sensoriel, donc ça c'est un chapitre qui a été rédigé par Brigitte Picard. Donc on va avoir différents types de descripteurs. Alors bien entendu, vu la complexité, je ne vais pas quand même traiter tous les différents aspects. Mais à quoi peuvent être liés ces différents descripteurs? Alors on a par exemple la jutosité, la couleur, la tendreté ou la flaveur. Alors ces critères-là peuvent être soit liés à des aspects qui sont, par exemple pour la jutosité, la quantité de lipides ou la quantité d'eau résiduelle qui va être présente dans les produits. Pour la couleur, c'est à la fois lié à des aspects plutôt de structure, d'évolution du pH, hein, qui sont plutôt des aspects post-mortem, mais également des aspects de quantité de pigments ou de forme chimique du pigment que l'on va pouvoir regarder. La tendreté, elle est plutôt très liée à des aspects aval, on va dire, post-mortem, hein, avec des évolutions donc, de la structure physique du muscle, avec des évolutions de pH, des temps de maturation. Je suis bien sûr pas exhaustive sur tous les aspects, mais elle peut être modulée par la teneur en lipides qui, elle, relève plutôt des facteurs amals. Et la flaveur va être en partie liée au gras intramusculaire, que ce soit l'aspect quantité de gras, l'aspect qualité des gras ou des phénomènes d'oxydation, plus des réactions que pour avoir à la cuisson. Alors, on va avoir des facteurs, alors je ne vais peut-être pas revenir sur ces aspects-là, hein, mais qui peuvent moduler. Hein. Par exemple, la jutosité, on sait que lorsque l'on va augmenter la teneur en lipides, on va augmenter la jutosité de la viande. Donc là, je renvoie un petit peu aux facteurs qui peuvent modifier cette quantité de lipides. Mais également, ça va être très lié aux muscles que l'on va regarder en fonction des différents types de fibres morphologiques ou à un phénomène d'individu. Sur l'aspect couleur, c'est très dépendant aussi de type de muscle qui va être analysé, hein. Mais également, ça peut être dépendant de l'âge, de la précocité, on peut avoir des effets génétiques qui peuvent être présents sur ces aspects de coloration. La tendreté, là on a encore un aspect muscle avec la richesse du muscle en collagène et la réticulation, également des effets âge, mais qui peuvent être plus ou moins variables, race et sexe. Et pour la flaveur, on repart sur l'aspect lipide. Alors maintenant, si je regarde un petit peu les aspects d'influence de l'alimentation, alors ces influences de l'alimentation sont beaucoup plus faibles que sur d'autres aspects, notamment la qualité nutritionnelle, lipidique. Alors là, juste quelques exemples. Hein. On peut avoir, sur des niveaux énergétiques, en général, on peut augmenter les gains de poids. Et pour ces gains de poids, on peut avoir des augmentations de la tendreté. Alors ça va dépendre aussi si on regarde à âge égal ou à poids de carcasse. Hein. Bien sûr, les réponses peuvent être assez variables en fonction des types d'études regardées. Lorsque l'on va avoir des phases de restriction alimentaire, alors soit ça a des effets neutres, soit ça peut avoir des effets négatifs. Hein. Le fait d'avoir une restriction alimentaire des animaux peut avoir un effet délétère sur la tendreté dans certaines études. Et puis l'aspect plutôt de croissance
compensatrices que l'on peut avoir lorsque, après une restriction alimentaire, on va réalimenter des animaux, qui vont exprimer cette croissance compensatrice. Soit c'est neutre, soit c'est plutôt améliorateur de la tendreté. Donc on a des effets qui peuvent être assez variables sur cet aspect quantité. Pour l'aspect nature, j'ai juste pris un exemple. Bien sûr, on ne peut pas être toujours exhaustif, et puis les effets sont quand même assez variables selon les études, il faut le reconnaître. Et ici, c'est juste un effet un exemple entre l'herbe au pâturage versus des animaux qui ont été nourris ou concentrés à l'auge. Ce que l'on peut avoir, c'est qu'en général, on peut observer une viande qui est un tout petit peu moins grasse. Les effets sur la jutosité sont relativement mineurs, et également les effets sur la tendreté très variables, avec des études qui montrent des améliorations de la tendreté, d'autres qui sont neutres et d'autres qui sont plutôt délétères. Disons, les deux aspects qui sont le plus reconnus vont être une modification donc, de la couleur, avec une couleur rouge un tout petit peu plus intense pour des animaux qui sont au pâturage, et également des développements de flaveurs, notamment la flaveur pastorale, qui peut être plus forte, qui peut être persistante, et qui peut être plus ou moins diversement appréciée par le consommateur. Voilà. Dernier aspect, donc là je passe sur des critères qui sont de moins en moins importants, moins en moins modulés par l'alimentation, c'est l'aspect qualité sanitaire. Donc ce chapitre sur l'aspect microbiologique a été traité par Evelyne Forano, toujours de l'INRAPTE, de différentes équipes de l'INRAPTE. Ce qui va être important, c'est que le muscle est par définition stérile, et en général, les problèmes que l'on va observer vont être liés à des contaminations des carcasses à l'abattoir. Alors soit par un aspect d'accident au niveau du tractus digestif, soit par une contamination par des fécès qui sont présents au niveau de la peau de l'animal. Du coup, les facteurs importants qui sont à regarder sur ces aspects-là sont les taux de portage et les niveaux d'excrétion des bactéries pathogènes dans les fécès. Alors maintenant, on peut maîtriser bien entendu ces risques de contamination croisée par des bonnes pratiques, avec des bonnes des infections, une bonne propreté des bâtiments, une bonne propreté aussi des animaux, bien sûr. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'on peut avoir des persistances relativement longues de ces pathogènes au niveau des bâtiments. Bien entendu, on peut aussi gérer le stress des animaux, qui peut accroître en fait des risques de portage de micro-pathogènes. Mais si je regarde le petit aspect alimentation, qui était quand même le cœur en fait de l'ouvrage, donc ça a été traité pour un cas qui est Escherichia coli entéro-hémorragique, donc un cas qui est quand même très important pour la filière bovine. Alors ce que l'on sait, c'est qu'on peut avoir en fait des pratiques alimentaires qui peuvent modifier ces facteurs, qui sont soit le taux de portage, soit les niveaux d'expression de cette bactérie. Alors sur des très jeunes animaux, des pratiques avec des sevrages qui sont très brutaux peuvent favoriser en fait des prévalences de O157H7. Ce que l'on sait qu'en général, c'est que sur des régimes d'animaux qui sont nourris au foin, on a des portages plus faibles, donc ce qui serait plutôt intéressant. Mais malheureusement, on observe également chez ces animaux-là une meilleure survie de la version de O157H7. Donc en conclusion, la qualité de la viande elle va dépendre de nombreux facteurs. Des facteurs qui sont amont, des facteurs liés à l'animal, donc le muscle qui est très important, également l'animal, sa race, son sexe, son âge, etc. Également des modes de conduite, notamment de l'alimentation que l'on va avoir. Ça va également dépendre de facteurs aval, donc plutôt technologiques, qui sont les conditions de transport. Alors transport, je vais le mettre en aval, conditions d'abattage, de réfrigération, de temps de maturation, de travail des viandes ou de cuisson, qui peuvent aussi impacter ces aspects qualitatifs de façon très importante. Et la prépondérance d'un ou deux facteurs va être assez variable selon le critère auquel on va s'intéresser. Alors maintenant, si je repars sur l'aspect alimentaire, l'alimentation va moduler ces facteurs biologiques, alors amont, bien entendu, avec des importances qui sont très variables. Alors j'ai essayé de vous les classer, même si ce n'est pas forcément si évident que ça de faire une classification. L'alimentation, on va dire le facteur numéro 1, ça peut agir sur la qualité nutritionnelle, sur l'aspect lipidique. On peut dire que là, c'est quelque chose qui est quand même très avéré. Ça va jouer après en partie sur les aspects flaveur et jutosité.
L'impact de l'alimentation sur la couleur ou la tendreté va être là beaucoup plus mineur. Alors bien entendu, si on a des modulations, à l'exception bien entendu de la couleur pour la viande de veau, là qui est très dépendante de l'alimentation. Là, on traitait des bovins. Et ben, l'aspect sur la qualité microbiologique, là, est plutôt génération de facteurs de risque, donc, mais avec des critères qui sont quand même beaucoup plus faibles par rapport aux autres critères. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Berthelot.